Je m'associe aux autres participants pour saluer les organisateurs de cette rencontre qui est d'une importance capitale dans le contexte actuel. Et je remercie plus particulièrement mon amie et ma sœur Asma pour sa sollicitude et sa solidarité. Le dialogue interreligieux entre femmes est-il une valeur ajoutée dans la quête de justice globale? Ça n'apparaît pas dans le titre dans la traduction. La justice globale, la paix durable et j'ajouterai la sécurité humaine. Ce libellé renvoie à une question de confiance qui est capitale pour moi. Et si nous voulons concrétiser cette vaste coalition de femmes solidaires à laquelle nous aspirons. C'est une question de confiance parce que, comme ma sœur de Guatemala, nous avons toujours eu le sentiment en Afrique que notre destin est pensé par d'autres. Nous avons la douloureuse expérience de la domination du féminisme occidental et libéral, de la dépendance théorique et intellectuelle. Les énoncés viennent d'ailleurs, les solutions viennent d'ailleurs, le financement aussi. Alors comment mettre les religions à l'abri des interprétations qui nous valent aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Sardine, le Moujao et Boko Haram? Ce n'est pas la peine d'insister sur les atrocités et la situation actuelle des femmes dans les zones de conflit. Donc, comme Asma l'a dit, les questionnements qui sont au cœur de ce débat sont essentiels pour nous, femmes d'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement Afrique de l'Ouest et du Mali. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à ces questions majeures en dehors d'un débat de fond sur les enjeux économiques, géopolitiques et stratégiques. À l'heure de l'exacerbation du racisme anti-noir et de la recolonisation de l'Afrique et du Sud en général, je me retrouve dans l'intervention de Denise Couture lorsqu'elle a parlé de la nécessité d'une lecture antiraciste et postcoloniale. Je me retrouve également dans celle de Naïma et hier après-midi sur femmes, religion et à l'heure de la mondialisation. De quelle mondialisation? Tout le débat est là, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui nous arrive aujourd'hui en Afrique est une épidémie facile à gérer, qui ne l'a pas été, du travail à garantir à des jeunes qui n'en ont pas et qui sont dans l'obligation d'émigrer dans les conditions que vous savez, ou alors de se faire recruter pour le djihad. Il est essentiel pour moi de situer ce débat dans ce contexte global. Nous avons en effet rarement été confrontés en Afrique subsaharienne à un moment comme celui-ci où tout arrive en même temps, s'entremêle, s'emballe. C'est terrible pour moi en tant que femme et mère de voir des jeunes Africains crier « Je suis un humain, pas un virus ». C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, puisque de passage, de temps en temps, on nous appelle Ebola tout simplement. Je résume ici une lettre ouverte que j'adresse à Ban Ki-moon, parce que nous sommes dans cette situation, parce que piégés par le référentiel onusien, dont il faut débattre ici. Ce référentiel est eurocentrique, marchand, et par conséquent incapable de satisfaire, de réaliser les objectifs du millénaire du développement. Dès le départ, nous savions que les 7 premiers objectifs sont réalisables, le 8e ne l'est pas, puisqu'il s'agit du partenariat global pour le changement. On ne le peut pas parce que les Nations Unies sont infiltrées depuis longtemps par les multinationales.
chaque dimension des objectifs est contrôlée par des firmes multinationales. On ne peut pas lutter contre la faim quand les entreprises de l'agrobusiness infiltrent la FAO. On ne peut pas lutter contre les épidémies parce qu'on peut lutter contre tous les malheurs de l'Afrique aujourd'hui peuvent être gérés dans le cadre d'un monde plus fraternel si les firmes pharmaceutiques acceptaient de faire les recherches dont on avait besoin et de mettre au point les vaccins dont on avait besoin. Les Africains n'auraient pas eu besoin de se cacher et de raser les murs dans un ordre mondial fraternel. Je pense que ce référentiel doit être examiné non seulement à la lumière du paradigme du développement, mais aussi du discours sur la femme. C'est un discours, comme je l'ai dit, féministe, occidental, libéral, qui participe à la dépolitisation et même à l'abrutissement des femmes, en mettant l'accent sur les violences domestiques et sexuelles, en faisant totalement l'impasse sur la violence du système économique mondial. Ce qui s'est passé en Afrique, l'Afrique, loin d'être pauvre, est courtisée pour ses richesses. Nous sommes la région du monde, l'une des régions les plus riches. Et récemment, avant que Ebola ne se manifeste, tout le monde rêvait de sa part des richesses africaines. C'est en cela que, à quelque chose malheur est bon, Ebola vient lever le voile sur l'hypocrisie de ce système. Et c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités et d'ouvrir grandement les yeux. Je dis cela parce que c'est Aimé Césaire qui le dit, aucune autre région au monde n'a subi en intensité et en durée la violence de l'histoire autant que les peuples noirs. Je voudrais insister sur le fait que lorsque je dis que il faut changer de paradigme, et c'est un véritable défi à ce groupe ici présent. Il faut oser, l'audace des idées. Parce que je vois dans la domination des femmes par le système patriarcal mondial un versant où il est question des religions, des sociétés, des cultures, et l'autre versant où on aurait dû nous parler aussi des termes de l'échange, du commerce inégal, de l'endettement des pays, de l'obligation pour les citoyens de débourser pour avoir accès à l'eau, à l'assainissement et à l'alimentation. Je pense qu'il n'est pas question de tout cela. Pourquoi je suis révolté? Parce que je voudrais tout simplement qu'au-delà des représentations et des pratiques qui sont réelles dans nos sociétés, je ne suis pas en train de dire ici que je ne suis pas nostalgique du tout, je suis lucide, mais je dis que c'est les pratiques et les représentations qui limitent nos droits, nos pouvoirs et nos talents dans nos sociétés au niveau local. Il faut aussi ajouter à cela et l'ordre international est patriarcal, inégalitaire et structurellement violent. La guerre est devenue l'une de ses composantes. Une guerre nous a été imposée et on nous demande de dire merci. J'ai dit que je ne dis pas merci et ça m'a valu à un moment donné la suspension de mon visa d'entrée dans l'espace Schengen. Alors, on nous dit que pour tout cela, il faut des femmes au poste de responsabilité. Bon, moi je veux bien parce que le paradoxe, c'est que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions au monde où les femmes occupent des postes stratégiques de haut niveau. Alors figurez-vous que Ebola sévit le plus au Libéria, c'est-à-dire un pays à la tête duquel il y a la première femme présidente du continent. Et c'est là-bas aussi que 75% des cas de décès d'Ebola sont des femmes. On ne le dit pas, on n'insiste pas sur ça. Parce que cette réalité n'est pas vendable. La cause des femmes est manipulée, instrumentalisée. On ne parle des femmes que lorsque on veut justifier des interventions militaires pour le contrôle de nos richesses. Madame Hélène Sirleaf Johnson, et c'est un cas d'école, la commission de l'Union africaine est présidée par une femme. La Cour pénale internationale est présidée également par une femme africaine. Donc voici des femmes au poste de responsabilité
Et voici l'Afrique dans une situation catastrophique comme jamais auparavant. C'est vous dire la vacuité du discours sur les femmes au poste politique et au poste nominatif important. Alors tout cela n'a de sens que si nous parvenons à poser les vraies questions. Moi, je pense que ce dont il est question ici, c'est de l'humain, la centralité de l'humain dans tout ce que nous faisons. C'est extrêmement difficile d'y arriver à l'heure où la génération de profit et faire le maximum de profit. Les actionnaires sont partout, c'est la règle du jeu. Je voulais dire ici que nous, femmes africaines, comme toutes les autres, nous ne sommes pas seulement la moitié de nos sociétés et celle de l'électorat. Nous donnons naissance à l'autre moitié. Nous l'éduquons, nous la portons de telle sorte qu'elle ne tombe pas. Il y a en chacune de nous une éducatrice, une génitrice, mais aussi une protectrice. Nous clamons l'impérieuse nécessité de comprendre ce qui arrive à tous nos enfants, filles et garçons, des plus petits aux plus grands, de les écouter, de les aider à se protéger contre toutes les formes de violence. Nous sommes les mères de tous ces jeunes qui montent au front par fanatisme, par dépit, par défiance ou par nécessité. Si nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes criminels posés, nous ne pouvons renier ceux qui les commettent sans essayer de comprendre l'enchaînement calamiteux des faits. Comprendre, ce n'est pas justifier, mais traiter les mots à la racine. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'erreur stratégique consiste aujourd'hui à interpréter la multiplication des attaques des terroristes au nord du Mali en termes de volonté de revenir. Ils ne reviennent pas, ils sont chez eux. C'est ce que les analystes ne comprennent pas. On n'assiste pas au retour des djihadistes, mais en réalité, l'opération française a permis seulement de les disperser. On les a désarmés, ils sont restés assis pendant 1 an. Personne ne leur a rien proposé comme alternative. Ni boulot, ni visa, ni autre chose. Et ils n'ont rien que des armes. Parce que les armes de la Libye inondent toute l'Afrique. Et je ne crois pas seulement l'Afrique subsaharienne. Alors nous sommes les mères de ces jeunes que les militaristes veulent neutraliser. Il se trouve qu'autour de moi, j'ai des mamans, la même femme qui a un fils policier, un fils djihadiste, un fils narcotrafiquant. Donc ils vont s'entretuer. Nous sommes les mères des rebelles qui croient à tort que l'avenir est dans la séparation. Parce que nous n'avons pas que le djihadisme, nous avons aussi la rébellion Touareg. Mais on met dans la tête de nos frères Touareg que c'est parce qu'on ne les a pas développés, comme si le développement avait marché dans le reste du pays, comme si le développement marchait dans le reste du monde. Allez demander quelque chose à notre sauveur François Hollande, qui doit son impopularité à son incapacité à créer des emplois en France. Nous sommes les mères des centaines de milliers de jeunes demandeurs d'emploi, donc qui viennent chaque année par milliers sur le marché du travail. Il y a des millions, des centaines de millions de Mohamed Bouazizi en Afrique subsaharienne. Mais en Tunisie comme en Afrique subsaharienne, on n'a pas compris que les soulèvements, ce n'est pas seulement pour l'alternance politique, c'est pour pouvoir vivre dignement. Nulle part, pas même maintenant au Burkina Faso, on pose la question de l'option économique. Quelle économie, pour quelle paix et pour quelle dignité humaine? Alors nous sommes les mères de ceux et celles qui, dans leur quête d'Europe et d'avenir, meurent par dizaines de milliers aux portes de l'espace Schengen, forteresse de moins en moins accueillante et de plus en plus carcérale. Je ne dis rien de plus puisque nous sommes ici au Maroc, où nous avons les murs de Ceuta et Melilla, nous avons les forêts où attendent des milliers de jeunes qui pourraient vivre du diamant du Libéria, de l'or du Mali, le coltan du Congo. Pourquoi nos richesses ne nous appartiennent pas? C'est ça le fin fond du débat. Est-ce que les débats religieux peuvent porter sur cette justice-là? Nous sommes les mères des réfugiés climatiques. La lutte pour la survie dans le septentrion malien est d'une telle âpreté que rien ne justifie ni le néolibéralisme, ni le recours à la violence armée dans la gestion des différends. La logique du profit veut que les femmes descendent dans l'arène, se battent contre les hommes, comme eux, avec des armes d'emprunt pour un idéal de société dont l'enrichissement individuel et le consumérisme sont les véritables caractéristiques. Moi, je m'y refuse. Il a été dit ici qu'il faut effectivement
bien connaître l'arabe pour connaître les textes, les hadiths. Malheureusement, ce n'est pas notre cas en Afrique subsaharienne, d'où la complexité de notre situation. Je souhaite aussi qu'on sorte même de la notion de religion monothéiste, puisque ça n'a pas été de tout repos. Nous excluons ainsi l'immense majorité des femmes qui ne sont pas de nos trois religions et qui ont besoin de nous. Je ne lis pas l'arabe, je prie, je fais ce que je peux, mais je compte vraiment sur la solidarité véritable de nos sœurs d'ici. Je sais que beaucoup de choses sont traduites en français, mais je connais l'intelligence, la générosité et la perspicacité de quelqu'un comme Asma. J'imagine que vous êtes plusieurs dans cette salle. C'est de cette solidarité, c'est-à-dire quand vous parviendrez à situer les véritables enjeux de la domination des femmes dans les religions, vous les partagerez avec nous. Alors je voulais conclure donc par cette citation de Aimé Césaire que j'adore. Je n'ai pour arme que ma parole. Je parle et j'éveille. Je ne suis pas un redresseur de tort, pas un faiseur de miracles. Je suis un redresseur de vie. Je parle et je rends l'Afrique à elle-même. Je parle et rends l'Afrique au monde. Je parle et attaquant à la base oppression et servitude, je rends possible pour la première fois la fraternité. Je vous remercie.